Je tenais la Rolex de mon mari dans la paume de ma main, sentant son poids. Pas seulement le poids physique du métal précieux, mais le poids de 22 ans de souvenirs. Cette montre avait égrené les secondes au poignet d'Edmond tandis qu'il bâtissait son empire, qu'il tenait notre fils nouveau-né dans ses bras, qu'il luttait contre le cancer qui a finalement eu raison de sa vie. Et maintenant, ma sœur la voulait comme cadeau de mariage, avec ma maison et ma voiture. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que certaines personnes prendront jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. Je m'appelle Jane, et voici l'histoire de comment j'ai finalement appris que parfois, se choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est une question de survie. Il y a 6 mois, le cancer m'a volé mon mari Edmond après une bataille brutale de 2 ans. Il avait 58 ans, j'en avais 43, et nous avions passé plus de 2 décennies à construire une vie ensemble. Tout le monde parle du deuil comme s'il s'agissait simplement d'une tristesse intense, mais ce n'est même pas la moitié de la vérité. Le deuil, c'est se réveiller et chercher quelqu'un qui n'est plus là. C'est préparer 2 tasses de café avant de se souvenir qu'on n'en a besoin que d'une seule. C'est trouver un reçu dans la poche d'une veste et s'effondrer en pleine lessive parce que son écriture apparaît soudainement comme un fantôme. Edmond avait 15 ans de plus que moi quand nous nous sommes rencontrés. Je n'avais que 21 ans, je travaillais dans une petite agence de marketing et je vivais dans un appartement où le plafond fuyait à chaque fois qu'il pleuvait. Je plaçais des casseroles dépareillées sur le sol pour recueillir l'eau, le goutte-à-goutte constant créant une étrange mélodie lors des nuits blanches. Mon patron m'a envoyé livrer des documents marketing au bureau de cet homme d'affaires prospère, et j'étais terrifiée. Je me souviens encore d'être debout devant la porte de son bureau, ajustant ma veste de tailleur achetée d'occasion qui était un peu trop ample sur moi, répétant ce que j'allais dire. Quand je suis entrée, Edmond a levé les yeux de son bureau, et ses yeux ont fait quelque chose auquel je n'étais pas habituée. Ils m'ont vraiment vue. Ce sont des idées brillantes, a-t-il dit après que j'ai terminé ma présentation nerveuse. Il n'avait pas seulement entendu mes mots, il avait réellement écouté. Nous nous sommes mariés en moins d'1 an. Trop vite, selon certains. Mais Edmond disait toujours, quand quelque chose est juste, seul un imbécile attend la permission d'être heureux. Il était ce genre de personne rare qui se souvenait des commandes de café du personnel de nettoyage de son immeuble et qui gardait des friandises pour chiens dans sa poche. Bien qu'il fût allergique à la plupart des animaux, il rentrait du bénévolat au refuge avec les yeux rouges et le nez bouché, mais toujours avec des histoires sur les animaux qu'il avait aidé à trouver un foyer. Pendant 22 ans, nous avons construit une vie magnifique. Pas parfaite. Nous nous disputions à propos de bêtises, comme de savoir si la coriandre avait sa place dans le guacamole. Ce qui est absolument le cas. Et de choses sérieuses, comme la façon de discipliner notre fils quand il était plus jeune. Mais c'était la nôtre. Bâtie avec amour et intention. Quand le cancer est arrivé, il est venu comme un voleur, dérobant des morceaux d'Edmond si progressivement que certains jours, je pouvais presque prétendre que rien n'allait mal. Puis, soudain, il ne pouvait plus monter les escaliers sans halter. Ses vêtements flottaient sur lui comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. La maladie lui a pris sa force, son appétit, et finalement son indépendance, mais elle n'a jamais touché sa dignité ou sa gentillesse. Ces derniers mois ont été brutaux d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Il n'y a rien de romantique à essuyer le menton de son mari quand il ne peut plus contrôler ses muscles, ou à apprendre à faire des injections quand la vue des aiguilles vous faisait autrefois vous évanouir. Il n'y a rien de poétique dans l'odeur de la maladie qui s'infiltre dans les draps ou dans le son de quelqu'un que vous aimez qui lutte pour respirer à 3 heures du matin. La nuit avant sa mort, j'étais assise près de notre lit, lisant du Garcia Marquez à voix haute parce qu'Edmund aimait le rythme des mots, même quand il était trop fatigué pour suivre l'histoire. Il a cherché ma main, ses doigts étaient fins, mais sa poigne était encore étonnamment forte. « Jane, a-t-il murmuré, promets-moi que tu ne laisseras personne te rabaisser. » J'ai posé le livre. « Que veux-tu dire ? Tu donnes tellement de toi-même. Tu l'as toujours fait. » Ses yeux, enfoncés mais toujours brillants, se sont ancrés dans les miens. Ne laisse personne prendre ce qu'il reste. Il est mort l'après-midi suivant, alors que je lui tenais la main. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de notre chambre, ceux, blancs, que nous avions passé un samedi entier à choisir 15 ans plus tôt parce qu'Edmond disait qu'il laissait entrer plus de lumière. Et que j'étais belle dans cette lumière.
Après les funérailles est venue la paperasse. Tellement de paperasse. La mort n'est pas seulement une dévastation émotionnelle. C'est aussi un cauchemar administratif. Assise dans le bureau de notre conseiller financier, j'ai appris toute l'étendue de ce qu'Edmund avait bâti au fil de décennies de travail et d'investissement prudent. La maison dans le quartier UP où nous avions vécu pendant 15 ans. Un appartement en centre-ville que nous louions pour un revenu supplémentaire. Une maison de campagne au bord du lac où nous avions passé d'innombrables week-ends, Edmund lisant sur le porche pendant que je jardinais. 2 voitures de luxe. Et plus de 1,5 million de dollars sur divers comptes. Je savais que nous étions à l'aise, mais c'était différent. C'était une richesse générationnelle. C'était une sécurité pour moi et notre fils Evan qui dépassait tout ce que j'avais imaginé. Evan avait 20 ans, il étudiait l'ingénierie à l'autre bout du pays. Il a l'esprit analytique d'Edmond, je l'espère, ma compassion. Quand il a appelé après les funérailles, ses premiers mots n'ont pas été sur l'héritage, mais, maman, est-ce que tu manges assez? Edmund l'avait bien élevé. Je commençais à trouver mes marques dans cette nouvelle réalité non désirée. J'ai gardé notre maison, l'abandonner aurait été comme perdre Edmund une nouvelle fois. L'appartement du centre-ville reviendrait à Evan après son diplôme. La maison du lac restait mon sanctuaire, un endroit où les souvenirs d'Edmund ressemblaient plus à un réconfort qu'à une torture. Et une partie de l'argent financerait la recherche sur le cancer, pour que peut-être d'autres familles puissent être épargnées de ce que nous avons enduré. J'avais recommencé à travailler à temps partiel, non pas pour l'argent, mais pour la distraction. 20 heures par semaine dans une petite entreprise de produits écologiques où ma patronne, Samantha, comprenait quand j'avais besoin de partir plus tôt les mauvais jours. Tout commençait à sembler gérable, ou du moins catastrophique, jusqu'à ce que mes parents appellent. Jane, chérie, la voix de ma mère est parvenue au téléphone avec ce ton familier, celui qui avait précédé chaque sacrifice qu'on m'avait demandé de faire depuis l'enfance. Nous devons te parler de quelque chose d'important. Papa était sur haut-parleur aussi. Jamais bon signe. C'est à propos de Chelsea, a continué maman. Elle se marie au printemps prochain, et nous espérions que tu pourrais aider pour le mariage. Chelsea, ma sœur cadette de 10 ans. La chouchoute de la famille. Pendant que je changeais ses couches à 10 ans et que je travaillais après l'école à 16 ans pour aider aux dépenses familiales, Chelsea avait des cours de danse, des leçons de piano, et sa propre chambre avec le papier peint rose qu'elle avait choisi elle-même. Je me souviens m'être tenue sur le seuil de sa porte quand j'avais 17 ans, la regardant s'exercer sur le piano à queue que nos parents avaient réussi à s'offrir, malgré m'avoir dit qu'il n'y avait pas d'argent pour mon voyage de fin d'année. J'avais les mains à vif à force de faire la plonge au restaurant local où je travaillais les week-ends. Le contraste n'était pas subtil. Aider, comment? Ai-je demandé, même si je savais déjà où cela menait. Eh bien, tu sais, financièrement, a dit maman, comme si c'était la demande la plus naturelle du monde. Elle et Jérémie débutent à peine, et les mariages sont si chers de nos jours. Ce poids familier s'est posé sur mes épaules, l'attente que je résolve des problèmes qui n'étaient pas les miens, que je donne parce que je le pouvais, peu importe si je le devais. D'accord, ai-je dit. Laisse-moi l'appeler pour voir ce qu'elle a en tête. J'ai appelé Chelsea immédiatement, pensant qu'il valait mieux aborder cela directement que de laisser mon imagination s'emballer. Jane. A-t-elle piaillé, sa voix pétillante d'excitation. Maman et papa t'ont parlé du mariage? Ils ont mentionné que tu pourrais avoir besoin d'un peu d'aide. Ce qui a suivi fut un monologue de 20 minutes sur son mariage de rêve, qui ressemblait moins à une cérémonie qu'à un couronnement royal à petite échelle. Le Riverside Country Club avec ses lustres en cristal et ses vues sur le lac. 200 invités pour un dîner assis avec des fruits de mer importés. Une robe de créateur qui coûtait plus cher que ma première voiture. Le groupe exclusif qui facturait alors ce que beaucoup de gens gagnent en une semaine. Alors qu'elle égrenait sa liste de souhaits transports de luxe, fleurs exotiques, photographes et vidéastes de premier ordre, cocktails sur mesure et décorations de designer, je me suis surprise à fixer la photo encadrée sur mon comptoir de cuisine. Edmond et moi le jour de notre mariage, riant tous les deux en coupant un simple gâteau dans la salle des fêtes que nous avions louée. Nous avions tout payé nous-mêmes.
Toute la célébration avait coûté moins que ce que Chelsea voulait dépenser rien que pour les fleurs. Quand elle a finalement fait une pause pour respirer, j'ai fait un rapide calcul mental. Son mariage de rêve coûterait au moins 100 000 $, probablement plus. Chelsea, ai-je dit prudemment. Ça a l'air magnifique. Mais as-tu la moindre idée de combien tout cela coûterait? Eh bien, non, pas exactement, a-t-elle dit avec ce rire insouciant que je me rappelais de l'enfance, celui qui précédait généralement quelqu'un d'autre résolvant ses problèmes. Mais c'est pour ça que j'espère que tu peux aider. Je veux dire, tu as tout cet argent maintenant. Et voilà. Pas d'inquiétude pour mon deuil ou de reconnaissance de ma perte, mais une concentration immédiate sur ce que la mort d'Edmond signifiait pour elle. Son argent, considéré comme une manne financière plutôt que comme l'expression finale d'amour d'un homme qui avait travaillé toute sa vie pour assurer la sécurité de sa famille. Écoute, Chelsea, j'ai pris une profonde inspiration. Je suis heureuse d'aider, mais ce que tu décris coûterait au moins 100 000 $, peut-être plus. Ce n'est pas réaliste. Mais Jane, sa voix a pris ce ton pleurnichard que je lui connaissais depuis ses 5 ans quand elle voulait quelque chose. Tu peux te le permettre. Edmond t'a laissé tellement d'argent. J'ai fermé les yeux, sentant un mal de tête poindre derrière mes tempes. Ce n'est pas la question. Un mariage ne devrait pas coûter plus cher qu'un acompte pour une maison. Elle est restée silencieuse une minute. Je pouvais presque l'entendre recalculer, essayant de trouver un angle différent. Alors, combien serais-tu prête à me donner? J'y ai réfléchi. Qu'est-ce qui était raisonnable? Qu'est-ce qui était généreux sans être ridicule? 50 000 $. C'est mon cadeau pour ton mariage. Le reste doit venir de toi et Jérémy, ou de ses parents, ou de maman et papa. 50 000 $? C'est tout? Le sentiment de dû dans sa voix me donnait la nausée. 50 000 $. Plus qu'assez pour un mariage magnifique. Plus que ce que la plupart des gens pourraient rêver de recevoir en cadeau. Et elle était déçue. Chelsea, 50 000 $ est un cadeau très généreux. La plupart des gens paient pour leur propre mariage. Elle n'avait pas l'air heureuse, mais elle a marmonné quelque chose qui aurait pu être un « merci » et a raccroché. Le lendemain, je suis allée à la banque et j'ai ouvert un compte séparé. J'y ai transféré exactement 50 000 $ et j'ai ajouté Chelsea comme utilisatrice autorisée. Fait. Mariage réglé. Le dîner du dimanche chez mes parents fut révélateur. Chelsea était là avec Jérémy, son fiancé. Il semblait assez gentil. Travaillait dans l'informatique, plutôt calme, le genre de personne qui laisse Chelsea dominer les conversations sans que cela ne semble le déranger. Quand nous étions tous assis autour de la table, j'ai veillé à être très clair sur mon cadeau. Chelsea, je voulais que tout le monde sache que j'ai mis 50 000 $ sur un compte pour ton mariage. C'est mon cadeau de mariage pour toi et Jérémy. Maman et papa ont échangé un regard. Chelsea a juste hoché la tête, mais elle n'avait pas l'air ravie. Jérémy semblait en fait surpris. Je ne pense pas que Chelsea lui avait dit combien je leur donnais. C'est très généreux, Jane, a dit papa, mais son ton suggérait qu'il pensait que ça aurait dû être plus. C'est généreux, ai-je dit fermement. La plupart des gens n'obtiennent pas ce genre d'aide pour leur mariage. La conversation a continué, mais je pouvais sentir la tension. Chelsea picorait sa nourriture, et maman me lançait des regards déçus. Peu importe. J'avais fait ma part. 50 000 $ étaient plus que suffisants pour un mariage magnifique. Pendant les semaines suivantes, les choses sont revenues à la normale. Je me suis concentrée sur le travail, j'ai assisté à mes réunions de la Fondation contre le cancer 2 fois par semaine, et j'ai eu mes appels vidéo réguliers avec Evan. Ces appels étaient le clou de ma semaine, entendre parler de ses cours, des habitudes étranges de son colocataire, de la fille pour qui il avait le béguin mais à qui il était trop timide pour parler. Puis, un mardi matin, alors que je prenais mon café et vérifiais mes emails, j'en ai vu un de Chelsea. L'objet du mail m'a noué l'estomac. Liste de cadeaux de mariage. J'ai fixé cet objet pendant une minute entière avant de l'ouvrir. Je lui avais déjà donné mon cadeau. 50 000 $. Que pouvait-elle bien vouloir de plus?
Quand j'ai ouvert l'email et lu ce qu'il contenait, je me suis littéralement étouffée avec mon café. Il y avait 5 articles listés, chacun plus ridicule que le précédent. 1. L'appartement du centre-ville. 2. La Porsche. 3. La maison de campagne. 4. La montre Rolex d'Edmund. 5. Un voyage de noces de 2 semaines aux Maldives. J'ai relu la liste 3 fois, pensant que je comprenais peut-être mal quelque chose, mais non. Ma sœur avait littéralement demandé des cadeaux d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. L'appartement seul valait 500 000 dollars. La maison de campagne valait encore plus. Et elle voulait la Rolex d'Edmond, la montre qu'il avait portée tous les jours pendant 20 ans, celle que je prévoyais de donner à Evan. Je suis restée assise là, à regarder l'écran de mon ordinateur portable, sentant ma tension artérielle monter. Une partie de moi voulait appeler Chelsea immédiatement et lui hurler dessus, mais je savais exactement comment cette conversation se déroulerait. Elle se mettrait à pleurer, disant qu'elle ne pouvait rien s'offrir de beau. Et puis mes parents appelleraient dans l'heure pour me dire que j'étais méchante avec ma petite sœur. Je l'ai appelée quand même. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ai-je demandé quand elle a répondu. « Pardon ? Chelsea. Tu demandes des centaines de milliers de dollars de cadeaux. As-tu la moindre idée à quel point c'est insensé ? Ce n'est pas insensé, a-t-elle dit, sur la défensive. Tu as toutes ces choses qui ne servent à rien. Edmond a laissé un appartement, la maison de campagne, 2 voitures, sa montre, plus tout cet argent. Pourquoi en aurais-tu besoin de tout ça ? Tu as dit que tu ne te remarierais jamais. J'ai un fils, Chelsea. Ton neveu. Je prévois de donner l'appartement à Evan quand il sera diplômé, et une des voitures, et oui, la montre de son père. Mais Jane, à jeun Chelsea, je me marie. C'est censé être le plus beau moment de ma vie, et je ne peux rien m'offrir de beau. Tu peux t'offrir beaucoup de choses avec 50 000 dollars. Et si tu veux plus que ça, débrouille-toi. Il y a eu un silence un instant. Puis Chelsea a dit d'un ton complètement différent, « Très bien. Soit tu me donnes les 5 choses de cette liste, soit ne te donne pas la peine de venir à mon mariage. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu me poses sérieusement un ultimatum ? Je te dis comment ça se passe. Tu me donnes ce que je veux, ou tu n'es pas la bienvenue à mon mariage. Chelsea, dois-je te rappeler que c'est moi qui paie pour ton mariage ? Elle a ri, vraiment. Ce n'est même pas ton argent, Jane. Tu n'en as pas gagné un centime. Tu as juste eu de la chance que ton mari malade meure et te laisse tout. Le moins que tu puisses faire, c'est d'en partager un peu avec ta famille au lieu d'être si égoïste. J'ai raccroché le téléphone. Je suis restée assise là, tremblante, pendant environ 5 minutes. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait dit ça à propos d'Edmund, l'appelant « mon mari malade » et disant que j'avais de la chance qu'il soit mort. C'était impardonnable. Edmund était un homme bon qui s'est battu contre le cancer avec tout ce qu'il avait, et il ne méritait pas qu'on parle de lui comme ça. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Il m'a fallu moins de 2 minutes pour révoquer l'accès de Chelsea au compte du mariage. Puis j'ai annulé chaque acompte qu'elle avait versé avec cet argent. Le lieu de réception, le traiteur, le fleuriste, le photographe, tout. Après avoir terminé avec la banque, j'ai complètement éteint mon téléphone. Je savais que Chelsea et mes parents commenceraient à appeler dès que l'organisatrice de mariage la contacterait au sujet des paiements annulés, et je ne voulais pas gérer ça sur le moment. À la place, je suis sortie dans mon jardin. Edmund m'avait aidé à le planter il y a 3 ans, et travailler la terre m'aidait toujours à y voir plus clair. J'ai passé toute la soirée à arracher les mauvaises herbes et à arroser les plantes, essayant de me calmer. Le lendemain matin, j'ai finalement rallumé mon téléphone. 37 appels manqués, 28 SMS, la plupart de Chelsea, quelques-uns de mes parents. Les messages de Chelsea ont commencé paniqués et sont devenus de plus en plus furieux. L'organisatrice de mariage avait appelé au sujet des acomptes annulés. Elle avait compris que je lui avais coupé l'accès au compte. Dans le dernier message, elle me traitait de vengeresse et menaçait de laisser maman et papa s'occuper de moi. Les messages de mes parents allaient dans le même sens.
Maman exigeant que je l'appelle immédiatement. Papa disant que j'étais déraisonnable. J'ai supprimé tous les messages sans répondre et j'ai continué ma journée. J'avais une réunion de la Fondation contre le cancer cet après-midi-là et je n'allais pas laisser le drame familial gâcher ça. Ils ont continué à appeler tout au long de la journée, mais je n'ai pas répondu. Le soir, je pensais qu'ils avaient compris le message que je n'allais pas leur parler. J'avais tort. À 19h, j'ai entendu des voitures s'arrêter dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de mes parents et la voiture de Chelsea. Super. Ils n'ont même pas frappé. Chelsea est entrée directement. Elle avait encore une clé de l'époque où elle gardait la maison pour nous. Jane, a-t-elle hurlé dès qu'elle m'a vue. Mais qu'est-ce que tu crois faire, bon sang? Mes parents l'ont suivi, tous deux l'air furieux. Jane Shaw, a dit maman, utilisant mon nom complet comme si j'étais encore une enfant. Tu dois arranger ça tout de suite. Arranger quoi? Ai-je demandé calmement. Tu sais très bien quoi? A dit Chelsea. Redonne-moi accès au compte. Mon mariage est dans 3 mois et tu viens de tout gâcher. Je n'ai rien gâché. Tu as fait ça toute seule quand tu as décidé d'insulter mon mari décédé. Je ne l'ai pas insulté. Tu l'as appelé mon mari malade et tu as dit que j'avais de la chance qu'il soit mort. Chelsea a eu l'air mal à l'aise une seconde, puis est redevenue sur la défensive. J'étais en colère. Tu étais déraisonnable. Alors, vous êtes au courant pour la liste de cadeaux? Ai-je demandé à mes parents. Maman a hoché la tête. Bien sûr que nous le sommes. Je l'ai aidé à la faire. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. C'est toi qui l'as aidé? Jane, a continué maman. Tu as bien vécu toutes ces années. Edmond a bien pris soin de toi. Maintenant, c'est au tour de Chelsea d'avoir sa chance. En tant que sa sœur aînée, c'est ta responsabilité de l'aider. Ma responsabilité? Oui, a renchéri papa. Chelsea mérite d'avoir un beau mariage et un bon départ dans la vie. Tu as plus qu'assez à partager. Je les ai regardés tous les trois, debout dans mon salon, dans la maison qu'Edmond et moi avions partagée pendant 15 ans, exigeant que je donne tout ce pourquoi il avait travaillé. Dehors, ai-je dit doucement. Quoi? A demandé maman. Dehors. Je ne donnerai pas un centime de plus à Chelsea. Je ne lui redonnerai pas l'accès au compte et je ne viendrai pas à ce mariage ridicule. Chelsea s'est mise à pleurer. Tu es juste jalouse parce que je me marie et que tu vas être seule pour toujours. Ça suffit, ai-je dit. Sortez tous de ma maison tout de suite ou j'appelle la police. Tu n'oserais pas, a dit papa. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer le 911. Ils sont partis. Mais ce n'était pas la fin. Au cours des 2 semaines suivantes, ils ont appelé des renforts. Chaque oncle, tante et cousin que j'avais a commencé à m'appeler. Ils avaient tous le même message. J'étais égoïste. Je devais aider ma sœur. La famille d'abord. J'ai essayé d'expliquer la situation à ma tante Martha, dont j'avais toujours été proche. Jane, chérie, a-t-elle dit, je sais que Chelsea peut être un peu exigeante, mais elle a toujours été la petite dernière de la famille. Et tu as tout cet argent maintenant. Martha. Elle m'a demandé ma maison et ma voiture. Donnerais-tu ta maison? Eh bien, non, mais ta situation est différente. J'ai renoncé à essayer d'expliquer. J'ai juste arrêté de répondre au téléphone quand je voyais des membres de la famille appeler. Une semaine plus tard, quelque chose s'est produit qui m'a mise absolument furieuse. Evan m'a appelé, l'air contrarié. Maman, grand-mère m'a appelé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que si je ne te convainc pas d'aider tante Chelsea avec son mariage, elle va me déshériter. Elle a dit que je ne serai plus le bienvenu aux réunions de famille et qu'elle n'aidera pas à payer mes études. Je voyais rouge. Evan, écoute-moi très attentivement. Ta grand-mère ne paie pas pour tes études. C'est moi. Et elle n'a aucun droit de t'entraîner dans ce pétrin.
Je lui ai tout raconté sur la liste de cadeaux ridicules de Chelsea, sur les choses méchantes qu'elle avait dites sur Edmund, sur la façon dont mes parents l'avaient aidé à faire la liste. Evan a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux une minute. Puis il a dit, « Maman, s'ils sont prêts à me déshériter parce que tu ne veux pas donner à tante Chelsea une maison et une voiture, alors peut-être que je ne veux pas de relation avec eux de toute façon. » J'étais si fière de mon fils à ce moment-là. À 20 ans, il avait plus de bon sens que tout le reste de ma famille réunie. Je t'aime, Evan. Je t'aime aussi, maman. Et pour ce que ça vaut, je pense que papa serait fier de toi de t'être défendu. Après cette conversation, je me sentais mieux que je ne m'étais sentie depuis des semaines. Au moins, j'avais un membre de ma famille qui comprenait ce qui se passait réellement. 3 mois sont passés rapidement. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail et les activités caritatives. La Fondation contre le cancer prévoyait un grand gala de collecte de fonds et je me suis portée volontaire pour aider à l'organiser. Rester occupée rendait plus facile de ne pas penser au drame familial. Evan et moi parlions chaque semaine, parfois 2 fois. Il réussissait très bien à l'école et avait finalement trouvé le courage d'inviter à sortir cette fille qui lui plaisait. Ils sont allés à une soirée cinéma sur le campus ensemble et il était aux anges. La famille a arrêté d'appeler après environ 1 mois. Je suppose qu'ils ont finalement compris que je n'allais pas changer d'avis. Mon téléphone était plus silencieux, mais je préférais ça comme ça. Début mai, je parcourais Facebook et j'ai vu des photos de mariage publiées par l'un de mes cousins qui avait assisté au mariage de Chelsea. Je n'aurais probablement pas dû regarder, mais la curiosité l'a emporté. Le mariage avait eu lieu dans le jardin de mes parents. Il y avait une petite tente blanche, peut-être assez de place pour 30 personnes. Chelsea portait une robe simple, pas la robe de créateur à $3000 qu'elle voulait à l'origine. Les fleurs semblaient provenir d'une épicerie et au lieu d'un groupe de musique chic, ils avaient le cousin de quelqu'un qui jouait de la guitare acoustique. C'était en fait assez charmant dans sa simplicité. Si Chelsea n'avait pas été si gourmande et exigeante, cela aurait pu être un beau mariage intime que les $50 000 que j'avais initialement offerts auraient payé entièrement, avec de l'argent en trop. Mais c'était son choix. Elle voulait des manoirs, des voitures chères et des vacances de luxe au lieu d'un beau mariage. Elle a choisi la cupidité plutôt que la gratitude. Pendant l'été, j'ai passé le meilleur moment que j'avais eu depuis des années. J'ai passé les week-ends à la maison de campagne, à lire au bord du lac et à travailler dans le jardin qu'Edmund et moi y avions planté. Je suis allée à un week-end spa avec des amis du travail. J'ai pris un cours de poterie et je me suis avérée étonnamment douée. En août, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Il s'est avéré que c'était Jérémy. Salut Jane. C'est Jérémy. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'envoie un SMS. J'ai eu ton numéro sur le téléphone de Chelsea. Je voulais te contacter parce que j'ai l'impression qu'il y a des malentendus dans la famille que nous pourrions peut-être résoudre. J'ai fixé ce SMS pendant un moment, puis j'ai répondu « Salut Jérémy. J'apprécie que tu me contactes, mais il n'y a aucun malentendu. Chelsea sait exactement ce qu'elle a fait. J'espère que vous êtes heureux ensemble. » Il n'a pas répondu après ça. En septembre, Evan a eu 21 ans. Je suis allée en voiture à son université pour le week-end pour fêter ça. Nous avons dîné dans un bon restaurant et je lui ai donné son cadeau d'anniversaire, la Porsche qui avait appartenu à Edmond. Evan avait appris à conduire dans cette voiture au lycée. Et Edmund disait toujours qu'elle serait à lui un jour. « Maman, tu es sûre ?» a demandé Evan quand je lui ai tendu les clés. « C'est la voiture de papa. Ton père voulait que tu l'aies. Il me l'a dit avant d'être trop malade pour conduire. » Evan a eu les larmes aux yeux. Il me manque. Il me manque aussi, mon chéri. Mais il serait si fier de l'homme que tu deviens. Sur le chemin du retour, j'ai pris une décision. Ces $50 000 que j'avais mis de côté pour le mariage de Chelsea, l'argent qu'elle m'avait jeté à la figure, j'allais les donner à la Fondation contre le cancer. Cela semblait juste. Au lieu de financer la cupidité de quelqu'un, cela servirait à aider les familles confrontées à ce qu'Edmund et moi avions traversé. J'ai fait le don la semaine suivante.
Le directeur de la fondation m'a appelé personnellement pour me remercier et m'a dit que l'argent servirait à un nouveau programme de soutien pour les aidants. Parfait. Cela fait maintenant 6 mois que le mariage de Chelsea a eu lieu et je n'ai eu de nouvelles d'aucun membre de ma famille. Pas de vœux d'anniversaire, pas de carte de vœux, pas d'appels téléphoniques impromptus. Et vous savez quoi? Ça me va parfaitement. J'ai mon fils qui m'aime et me respecte. J'ai de bons amis qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur donner. J'ai un travail qui a du sens et qui fait une différence. J'ai le souvenir d'Edmund et la belle vie que nous avons construite ensemble. Plus important encore, j'ai mon amour-propre. Je n'ai laissé personne me culpabiliser pour que je donne ce qu'Edmund a travaillé si dur à laisser pour moi et Evan. Je n'ai pas récompensé un mauvais comportement ou encouragé le sentiment de dû de quelqu'un. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont les choses se sont passées avec ma famille. La réponse est non. Je regrette qu'ils m'aient montré qui ils étaient vraiment, mais je ne regrette pas de m'être défendue. Chelsea a fait son choix quand elle a décidé qu'insulter mon mari décédé était un moyen acceptable d'obtenir ce qu'elle voulait. Mes parents ont fait leur choix quand ils ont décidé de soutenir ses exigences au lieu de reconnaître à quel point elle avait tort. J'ai fait mon choix, moi aussi. J'ai choisi la dignité plutôt que de maintenir la paix. J'ai choisi l'amour-propre plutôt que d'être un paillasson. J'ai choisi d'honorer la mémoire d'Edmond au lieu de laisser quelqu'un parler de lui comme s'il n'était rien. Et honnêtement, je dors mieux la nuit en sachant que j'ai défendu ce qui était juste, même quand cela m'a coûté des relations que je pensais importantes. Parce que parfois, la leçon la plus difficile que la vie nous enseigne, c'est que tous ceux qui se disent famille ne méritent pas une place dans votre vie. Merci de m'avoir écouté. Et si vous aimez cette histoire, partagez-la avec d'autres. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la recherche de la force face à des choix impossibles. Parfois, la famille que l'on choisit a plus de valeur que la famille dans laquelle on est né.